Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un framework, un processus ou une formule pour vous apprendre à sizer vos positions en bourse correctement. L'idée, ça va être d'extraire de l'alpha avec une méthode de sizing plus optimisée. Rapidement, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, petit disclaimer, sur cette vidéo et sur cette chaîne de manière générale, il n'y aura pas d'analyse technique, il n'y aura pas de traçage de droite multicolore sur des courbes TradingView. On essaye de faire des choses un peu sérieuses. Maintenant, donc, rapidement, vous avez un peu deux aspects dans l'investissement. Pour maximiser vos rendements, vous avez l'expérience de gain et la taille des positions. L'espérance de gain, c'est votre edge. En gros, quelle information vous avez que les autres n'ont pas, ou alors de quelle manière vous avez analysé la même information que tout le monde a, mais de manière différente pour exploiter un mispricing. On ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser au sizing. En gros, combien vous misez quand vous avez cet avantage. Et comme disait Soros, le sizing de position, c'est 70 à 80% du jeu. Donc selon lui, c'est même plus important que l'edge pur. On peut bien sûr penser ce que vous voulez de Soros, mais c'était quand même un sacré bon investisseur. Rapidement, donc, le process, il va être en 5 critères. Premier, valorisation, donc combien vaut le business, est-ce qu'il trade à un discount par rapport à la concurrence. Deuxièmement, les fondamentaux. Donc, quels sont les fondamentaux aujourd'hui, comment ils pourraient évoluer demain, potentiel d'opération opérationnelle. Troisième, le management. Donc, comment le business est géré. Est-ce que le management a un certain niveau de skin in the game pour continuer à ce que les choses se passent bien. Quatrième, le timing et des tailwinds potentiels qui vont arriver. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, tailwind, la traduction littérale en français, c'est un vent en poupe. Donc, imaginez que vous êtes un bateau sur l'océan. S'il y a le vent qui arrive derrière, à la poupe, vous allez plus vite. Donc c'est un élément extérieur qui va venir soutenir votre thèse. Okay, il faut avoir des tailwinds macro, géopolitiques, de régulation. Voilà. À l'inverse, il y a des headwinds, donc un vent de face. C'est des éléments extérieurs qui vont venir potentiellement perturber votre thèse. On va faire la distinction entre ce qui est cyclique et ce qui l'est pas, parce que ça compte beaucoup dans l'analyse des actions. Et la perception, en gros, qu'est-ce que la street en pense, qu'est-ce que les gens en pensent, et quel est le positionnement des retail et quel est le positionnement des institutionnels. Maintenant, pour la formule en soi, ça c'est la formule classique. Méthode alpha sizing, alors je vous l'accorde, c'est un peu putaclic, mais bon. L'idée dans un premier temps, ça va être de définir votre position maximum sur un nom, sur une action, sur un stock. Si vous tombez sur la meilleure action que vous avez jamais vue, ok, les fondamentaux sont géniaux, la valorisation est basse, le timing est parfait, c'est maintenant, c'est pas dans 2 mois. Le management sont des génies et la perception de la street est quasiment inexistante. Combien vous allez mettre dans cette action, en gros, si elle est parfaite? Ça sera propre à chacun, mais pour la simplicité d'exemple, pour le calcul, on va dire 10%. Ok. Donc maintenant, avec 10%, on va diviser ce 10% en 5 pour nos 5 critères. Et chaque critère va avoir une note de 1 à 5. Ok. Et chaque point équivaut à une part du sizing. Donc 1 point, c'est 0,4% d'allocation, parce que x5, ça fait 2%. Et 2% x5, ça fait 10, ça fait votre total ici. Encore une fois, c'est ajusté par rapport à votre style d'investissement et votre tolérance au risque. Maintenant, pour un exemple simple, si on prend une boîte X, au hasard, LVMH, prenez LVMH. Vous estimez que, selon vous, le critère de valorisation LVMH, il vaut 3 sur 5. Et bah, à 0,4% d'allocation par point, ça fait un sizing d'1,2. Maintenant, si on prend la formule complète, si vous estimez que la valorisation, le timing et la perception, vous les notez à 3 sur 5, le management, vous le notez à 4 sur 5, et les fondamentaux, vous les notez à 5 sur 5, pour LVMH, encore une fois hypothétiquement, ça fait un sizing de 7,2% sur la position X. Il y a une deuxième méthode qui va être plus intéressante, et on va voir ça juste après. Premièrement, petit récap, rapidement, comment on va évaluer chaque critère? Bon, pour la valorisation, je pense que je vous apprends rien, vous avez vos ratios classiques, ok. Celui-là, généralement, il est assez oublié parce que pour évaluer la valeur d'une boîte, faire un modèle de discounted free cash flow, ça marche plutôt bien quand
parfois ces métriques peuvent être un peu has-been, ok. Pour les entreprises qui ont des assets tangibles, moi j'aime beaucoup ce genre de boîte. Le price to tangible book value, donc la valeur comptable des assets de la boîte, la net current asset value et aussi le coût de remplacement. Celle-là, elle est très peu utilisée, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. En gros, le coût de remplacement, c'est si vous prenez les assets de cette entreprise, si vous vouliez hypothétiquement les refabriquer, les remanufacturer demain, combien ça coûterait? Je vais vous donner un exemple concret sur une industrie sur laquelle ça a bien marché, sur les drillers offshore en 2021. Donc les drillers offshore, vous savez, les plateformes pétrolières que vous avez peut-être déjà vues dans les films, dans des vidéos YouTube ou dans des séries, c'est ça. Il y a plusieurs types, il y a des flotteurs, il y a des jack-up, il y a des drill ships, etc. On s'en fout. Mais l'idée, c'est que ce secteur s'est fait défoncer à partir de 2014-2015. Et en 2020-2021, on a vu certaines de ces compagnies renaître. Mais sur le papier, en fait, le price earning ratio, elle sortait pas de cash flow, donc l'entreprise value sur free cash flow, price sur free cash flow, ça nous aidait pas non plus. Price to sell, bah ça marche pas. Encore une fois, discounted cash flow, ça marchait pas vraiment. Et l'idée, c'était de prendre la totalité de leurs assets, que vous pouvez retrouver sur les documents publics, bien sûr, de ces entreprises, et de calculer, ok, combien ça coûterait pour les refaire demain. Pour en fait renouveler la flotte, par exemple, d'entreprises comme Valaris, ou Tidewater, ou Transocéan, ou Diamond Drilling, voilà, les drillers offshore. Et là, soudainement, quand on faisait un modèle sur le coût de remplacement, et ben on se rendait compte qu'il y avait des entreprises, par exemple, comme Valaris de tête, qui tradaient à une entreprise value de 3 milliards, mais que le coût de remplacement était de 30 milliards. Si on prenait toutes leurs assets et qu'on devait les refaire demain, ça coûterait 30 milliards. Et ça prendrait 5-6 ans. Et là, on se rend compte à quel point l'entreprise trade à un discount, trade pas cher. Bien sûr, vous comparez systématiquement aux concurrents. Pour les fondamentaux, bon, pareil, on reste sur du classique. Vous allez essayer en fait de prendre le pouls financier de l'entreprise. Vous allez checker le niveau de leverage du balance sheet. Bon, vous connaissez ça. Vous allez checker toutes les métriques de capital efficiency, donc ROE, ROIC, ROTCE, etc. Les marges, analyse du moat, allocation de capital. Alors ça c'est intéressant. Pareil, peu de gens l'utilisent. Regardez comment le capital est alloué. Est-ce que le cash est alloué à du buyback, donc à du rachat de shares, ce qui va faire que vous, en tant que shareholder, vos shares vont valoir plus? Ou est-ce que ça va vers du M&A? Typiquement pour les entreprises plus type value, vous allez plus chercher du buyback. Et pour les entreprises type croissance, growth, qui veulent compound, vous allez plus chercher du M&A. Mais le problème avec le M&A, il faut encore que le management soit assez bon pour faire de bonnes acquisitions et pas cramer le cash de manière un peu débile. Aussi, ça c'est important à différencier, personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle. J'ai jamais entendu une vidéo française de quelqu'un qui faisait cette distinction, mais comprenez en fait le monde dans lequel vous vivez et le monde dans lequel en fait l'entreprise vit aujourd'hui et prospère. Donc en fait, faites bien la distinction entre CAPEX de croissance et CAPEX de maintenance. Aujourd'hui, on a tous les hyperscalers qui envoient entre 50, 60, voire 90% de leur free cash flow en CAPEX. Vous doutez bien qu'on vit dans un monde de CAPEX de croissance et non pas de CAPEX de maintenance. Donc vous devez ajuster vos modèles par rapport à ça. Sur d'autres industries, autres que les boîtes du Max 7, les semi-conducteurs, l'IA, les data centers, on est toujours sur des CAPEX de maintenance. Typiquement les REITs, par exemple. Pareil pour les revenus. Encore une fois, c'est la logique de comprendre dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous êtes sur des revenus de milieu de cycle ou vous êtes sur des revenus de pic de cycle ou de fin de cycle? Ok. Quand on voit des boîtes comme Micron ou SNDK qui prennent 900% annuellement et avec des revenus qui continuent à monter et qui tradent à un PE de entre 9 et 11, bon, comprenez encore une fois dans le monde dans lequel vous vivez. Rapidement, le management. Alors, l'idée dans un premier temps, ça va être de calculer le QI du management. Alors, ça peut être un exercice un peu complexe, il faut le reconnaître. Mais bon, l'exemple avec Intel, c'est simple. Historiquement, sur les 20-25 dernières années, le management d'Intel a toujours été mauvais.
Ils ont pris mauvaise décision sur mauvaise décision. Bon, ils ont commencé quand ils avaient le deal de manufacture des CPU de l'iPhone, quand c'était encore Steve Jobs euh, qui était à la tête du navire. Ils ont refusé. Bon. Euh, Quand ils se sont fait dépasser par TSMC en termes de market cap, parce que TSMC a réussi à produire des chips de 5 nanomètres, techniquement la technologie qui a un nom, un acronyme dont je me rappelle plus, mais techniquement Intel avait créé une branche pour bosser sur cette technologie avant TSMC. Et 2 ans après, ils se sont dit non, il n'y a pas d'avenir dans ce secteur. Ils ont fermé, ils ont viré tout le monde. Perspicace les mecs. Il y avait quoi d'autre? Ah ouais, il y avait aussi quand ils ont viré une grande partie de leur ingé senior parce qu'ils coûtaient trop cher pour les remplacer avec des juniors. Dans une industrie de pointe comme ça se paye. Okay, et c'est pour ça qu'Intel, alors là, a récemment est monté, mais a quand même depuis 2020-2021 est resté bloqué à 200-300 milliards, 200-300 milliards de market cap, alors que TSMC est monté à 1 trilliard et quelques. Checker l'historique du management. Qu'est-ce qu'a fait le CEO avant? Qu'est-ce qu'a fait le CFO avant? Où ils étaient? Ou est-ce que c'est leur première boîte? Est-ce que c'est les fondeurs de la boîte? Ou est-ce qu'ils sont là depuis 3-4 ans, etc. Checker leur salaire annuel, voir si c'est pas trop démesuré, parce que des gars qui se font payer 30 millions par an, typiquement l'ancien CEO de PayPal, en fait, avec eux, il se passe pas grand-chose. Un bon signal aussi, c'est les achats d'insiders. Ok, notamment quand c'est couplé à du buyback, parce que d'un côté, les buybacks signifient que le management considère que le stock price, les parts de la compagnie sont sous-évaluées, donc ils vont utiliser le cash de la compagnie pour en racheter et réduire le nombre de shares, d'outstanding shares total. Et en plus, quand c'est couplé avec un CEO, encore une fois, un CIO, un CFO, qui achètent en plus des parts avec leur propre cash, et ça, encore une fois, c'est des documents publics, hein, en une recherche sur Google, vous pouvez y avoir accès, vous n'avez pas besoin de screener payant ou autre. Ça, c'est quand même un super bon signe. Plusieurs membres du management, c'est mieux qu'un membre du management qui achète, et plusieurs membres du management, quand en plus l'entreprise, le dernier quarter, a annoncé, je sais pas, une allocation de 300 millions pour faire du buyback sur les 12 prochains mois, ça c'est un super signe. La dilution, alors rapidement, on va prendre l'exemple entre Snapchat et Adobe. Il y a un truc qui s'appelle le SBC. SBC, c'est Share Based Compensation ou Stock Based Compensation. C'est quand l'entreprise va faire de l'issuing de shares pour se payer eux-mêmes. Et du coup, vont diluer les actionnaires déjà existants. Vous voulez pas vous faire diluer par le management. Okay, on compare toujours le SBC au free cash flow. Donc, vous prenez SBC, free cash flow, ouais. On va le mettre comme ça, ouais. Donc en orange, le free cash flow, en bleu, le SBC. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que quand une entreprise, là, il se calme un peu, mais c'est toujours beaucoup trop élevé, hein, dépense plus en SBC qu'ils reçoivent en free cash flow, c'est un problème. Et là, en fait, c'est à une échelle complètement démesurée. Et c'est pour ça que le cours en bourse de Snapchat est ridicule. Et ça, si vous vous demandez à quoi c'est dû à Evan Spigel, qui est un des pires salopards de la Silicon Valley. Alors, d'un point de vue entrepreneurial, en toute honnêteté, hein, vu qu'il a plus de zéro derrière son nom que moi, respect. Par contre, d'un point de vue investisseur dans son entreprise, bah encore une fois, la cour part d'elle-même, quoi. Bon. On va comparer ça rapidement à Adobe pour vous montrer ce qu'est un SBC à peu près raisonnable. Voilà. Bon. Encore une fois, personnellement, en tant qu'investisseur plus value, est-ce que j'aime les managements qui font du SBC? Non. C'est plutôt dans les secteurs de la tech, c'est plutôt dans les SaaS, c'est plutôt aussi dans quelques financières. Typiquement dans l'énergie, la construction et le transport maritime, vous n'allez pas trop trouver d'entreprises qui font du SBC. Là, vous voyez que, bon, quand vous faites à peu près 5 fois plus de free cash flow que ce que vous sortez en SBC, au moins c'est décent. Ok, au moins c'est pas ouvertement du foutage de gueule de vos actionnaires. On repart là-dessus. Hop, pardon.
Le timing, donc analyse de cycle forcément pour les entreprises qui sont cycliques. On rappelle pour les cycliques, vous achetez quand le PE est élevé et quand le price to book est bas, et vous allez vendre quand le PE va revenir à la baisse et que le price to book par contre est plus élevé à doubler, tripler ou quadrupler. Okay, c'est comme ça que ça marche les cycliques. Faut pas avoir peur d'acheter un cyclique qui trade à un PE de 70 parce qu'en fait, encore une fois, cette métrique ne reflète pas réellement la valeur intrinsèque de l'entreprise pour des entreprises qui sont cycliques. Chaque début de nouveau cycle, les prochaines entreprises qui vont prendre des 200, 300, 400% trade à des PE 70, 80, 90, 110 parfois, mais des price to book ou price to tangible book extrêmement bas, et c'est ça que vous voulez regarder. Et à l'inverse, quand elles retombent en fin de cycle à des PE à 13, 14, 15, et que le price to book est passé à 30% de discount, donc 0,7 à 3,5, généralement c'est là que vous voulez vendre. Okay, pour les catalystes, ou tailwind, encore une fois, donc régulation politique macro, ça c'est un peu à vous de faire vos propres recherches. L'IA peut pas mal vous aider là-dessus et a généralement pas trop tendance à halluciner sur ça. À halluciner sur tout ce qui est ça, si vous lui feedez pas directement la data, oui. Par contre, sur ça, ça va. Voilà, exemple sur le cycle du charbon avec des boîtes comme Peabody Energy, Alpha Metallurgical Resources et Whitehaven Coal en 2021, 2022, 2023. Je vous laisse regarder de votre côté l'amélioration de cours de ce que ces boîtes ont subi durant ces années. C'est le principe, encore une fois, des cycliques. Et le momentum, toujours quand même important à checker. Alors le momentum, ça fait peut-être un peu mec qui fait de l'analyse technique, mais non. Encore une fois, on va pas se mettre à tracer des droites multicolores, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie des flux de trading, d'investissement, suit le momentum, et du coup, c'est important d'être à l'heure là-dessus. Dernière chose, la perception. Alors ça, c'est un truc à perdre quelques points de QI quand même, donc ne reproduisez pas chez vous, mais en gros, vous pouvez aller checker le sentiment des retail, notamment sur Twitter et Reddit. Alors, sur les large caps, on s'en fout, sur les méga caps, on s'en fout. Soudainement, quand vous vous mettez à investir sur des small caps qui ont 800 millions de market cap, là, ça devient important. Donc, vous pouvez checker les débats bull versus bear. L'exemple là-dessus, c'est EMU. Alors, en plus, EMU, c'est une large cap maintenant. Mais si vous voulez vous marrer juste pour l'exercice, sur Twitter, donc il y a deux camps pour EMU, les bulls, les bears. Et là, c'est vraiment drôle, j'ai rarement vu ça. C'est les deux sont vraiment convaincus que les gars d'en face sont des idiots finis. Et c'est assez marrant à voir. Pour les institutionnels, vous allez pouvoir, bien sûr, checker les targets d'analystes et les consensus. Ok. Checker aussi dans les holders les positionnements des petits fonds d'investissement et des gros via le passif des ETF et des fonds mutuels. Ok. Dernière chose, sur la perception, il y a un truc qui s'appelle le Neglected Firm Effect. C'est un effet qui a été prouvé à maintes reprises dans la littérature financière, qui nous explique que moins un stock, une action, une entreprise a tendance à être suivie par des analystes, etc., plus elle a de chances d'être mispricée à la baisse. Ok. Donc, il y a des sites, encore une fois, où vous pouvez voir le nombre d'analystes qui couvrent telle ou telle entreprise. Si vous avez, il y a des entreprises qui ont bien sûr 20, 25, 30, 40 analystes qui les couvrent. Puis il y a d'autres noms où en fait il y en a un ou deux, voire aucun, notamment quand vous partez sur les pays émergents. Ça, c'est important aussi. Et ça peut jouer en votre faveur. Maintenant, donc, ça va être la V2 de Life Sizing, donc ce qu'on a vu avant. Ça, c'était la méthode classique. Maintenant, on va adapter les poids parce que, comme disait Eddie Lampert, different things matter at different prices. Premièrement, en fonction du market cap. Donc, l'idée, c'est que plus la capitalisation en bourse est élevée, moins, par exemple, le management a d'importance. Et le nombre d'equity qui est détenu par le CEO, le CFO, etc., moins ça a de l'importance. Exemple, vous prenez une entreprise comme SKNX, de mémoire, le CEO détient 22 et quelques milliards de dollars d'equity. Est-ce que c'est réellement un signal? Est-ce qu'on devrait être bullish sur ça? Non. C'est une boîte qui trade à plus d'1 trillion maintenant.
SKNX représente à peu près 40% du MSCI Corée. Enfin, non, on s'en fout. Donc, quand vous partez sur des larges, des méga caps, le poids du critère management devrait tendre vers 0. Donc, vous allez prendre ce poids qui était avant de 20%, ici de la note totale, et donc de 2%, et vous allez l'allouer ailleurs. Ok? Pour aussi le style d'investissement. Quel genre d'investisseur vous êtes? Small cap value typiquement, ou est-ce que vous êtes un compounder bro? Si vous êtes un investisseur small cap value, type Graham quoi, bah à ce moment-là, c'est vrai que la valorisation et les fondamentaux, c'est votre truc. Vous allez vraiment vous baser sur ça. Donc ces deux critères-là, maintenant, en fait, devraient peser 60, 80, voire même plus de votre note globale. Donc vous allez prendre d'autres facteurs comme le management, le timing et la perception. Et vous allez réduire leurs coefficients, vous allez réduire leurs notes pour les renvoyer dans valorisation et fondamentaux. Okay, à l'inverse, si vous êtes un compounder bro, bah il n'y a que les fondamentaux qui vous intéressent. Et en fait, par les fondamentaux, ce que j'entends, c'est ROIC, parce que les compounder bro, ils veulent du ROIC. Donc en fait, soudainement, acheter du Hermès à un PE de 40, ou 45, ou même 50, pour un compounder bro, c'est OK. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, je dis que dans cette logique d'investissement, c'est OK. Donc, soudainement, la valorisation est un critère qui devrait encore une fois baisser en coefficient et être renvoyé dans les fondamentaux. Et de manière plus secondaire, effectivement, pour les compounder bro, un management qui réinvestit bien le capital, encore une fois, qui fait des bonnes acquisitions, pour encore une fois, compound, c'est aussi important. Donc vous allez peut-être mettre 50% de la note globale au lieu de 20 dans les fondamentaux, et ensuite un petit 20 ou 25 dans le management. Et les trois dernières les trois derniers critères vont prendre les 25 à 30% restants à 3. Ok. Et la dernière chose, ça va être le secteur et l'industrie. Donc, dans les industries cycliques, encore une fois, le timing pour moi est super important, les tailwinds sont super importants, plutôt que les fondamentaux statiques. Encore une fois, on a vu que le PE servait pas à grand chose, etc. Vous pouvez encore une fois être un peu original, essayer de voir à travers les métriques un peu bullshit en utilisant le coût de remplacement, le net current asset value, etc. Mais encore une fois, c'est compliqué. Donc, timing, tailwind, encore une fois, on augmente le coefficient, on augmente l'allocation. Dernier exemple, pour la biotech. La biotech, alors à titre personnel, c'est une industrie que je refuse de toucher parce que je ne comprends pas ce que je lis et j'aime pas parier sur des événements binaires. Qu'est-ce que c'est des événements binaires? C'est des événements en gros oui, non. Typiquement, des décisions de la FDA, oui, non. La confirmation des patents, donc est-ce que c'est confirmé? Est-ce que c'est invalidé? Il y en a qui sont upheld, donc qui devraient par exemple expirer en 2028, mais il va y avoir un process qui va faire que non, en fait, ils vont être expirés en juillet 2026. Donc c'est un peu compliqué. Typiquement sur la biotech, euh, tout ce qui est valorisation classique, ça veut quand même souvent rien dire. Les fondamentaux, en fait, ça passe sur des larges caps peut-être, mais au-delà de ça, et c'est en fait, si vous comprenez pas la littérature, vous allez vraiment pas vous en sortir. Le management peut être bon, le timing peut être bon, mais encore une fois, le timing dépend très souvent d'événements binaires. Donc c'est souvent pricé, et c'est pricé par des mecs qui sont plus smart que vous, on va être honnête. Et encore une fois, la perception, bah, là, vous avez vraiment des mecs généralement plus smart que vous en face. Donc voilà. Donc, pour finir rapidement, j'ai un canal Telegram. Pardon. J'ai un canal Telegram que je mettrai en description. On n'est pas beaucoup là, on est entre copains, on s'amuse bien. Entre deux analyses, on rigole. Bon, c'est rapidement ce qu'on a fait un petit peu. J'ai posté un de mes premiers messages, c'était sur une boîte qui s'appelle EduHolding Limited, qui est une entreprise qui fait de l'éducation en Australie. Et en gros, c'est une boîte à l'époque qui tradait à 50, 55 centimes. Et aujourd'hui, elle trade à $1. Donc, bon, l'upside a été pas mal.
J'avais parié d'Intel et j'avais pas recommandé encore une fois parce que je ne fais pas de recommandation d'investissement bien sûr, mais j'avais parlé d'Intel à 50 dollars, que c'était un bon deal étant donné toute cette trend de réaméricanisation des supply chains, re-onshoring, la manière de Trump de se réveiller un matin et dire ok, la boîte X, Y, Z, maintenant on les considère comme des assets stratégiques, donc on va les backer premièrement financièrement, ensuite on va faire du lobbying pour qu'ils obtiennent plus de contrats, etc. Intel après aujourd'hui elle trade à quoi, 120 dollars à peu près. Personnellement je suis sorti parce que j'estime que qu'à ce prix-là, maintenant ça devient plus est-ce que le management est capable de réaliser et de réellement délivrer ce qu'ils ont promis. Je pense pas, je suis pas bullish sur le management d'Intel, mais par contre sur le timing, typiquement, sur cette thèse-là, le timing était très important. Ok. Là, c'était des entreprises sur lesquelles j'avais investi suite au kidnapping de Maduro par Trump, qui étaient des entreprises en Guyane, des entreprises de pétrole, d'énergie, euh, qui en fait donc opéraient en Guyane, et vu que Maduro avait menacé d'envahir ce petit territoire plusieurs fois, il avait placé son armée à la frontière, etc. Soudainement, ces entreprises, tous les investissements étrangers ont stoppé. Il n'y a pas vraiment d'investissement local. Les premiums d'assurance pour les raffineries, etc., pour l'exploration, la production, ont explosé. Donc les marges ont été compressées. Elles sortaient plus de free cash flow. Ça a été un peu compliqué. Mais soudainement, quand tout le monde était en train de parler des stocks vénézuéliens potentiellement et d'entreprises américaines qui pourraient bénéficier d'un nouveau status quo au Venezuela, bah, moi en fait j'étais sur ces boîtes-là. Vous pouvez voir que c'était le 3 janvier. Et surprise, euh, celle qui a le moins bien performé a fait plus 60%, la deuxième a fait plus 80 et quelques, et la troisième est montée à 110-120%. Donc voilà, c'était un peu le brief là-dessus. Le lien sera dans la description, et je vous souhaite une bonne soirée.